Depuis toujours, l'être humain a remarqué que lorsqu'on a un objet en mouvement, il finit par s'arrêter de lui-même. C'est quelque chose dont on a une perception en fait intuitive puisqu'on l'observe dans la vie de tous les jours autour de nous. Par exemple, si j'ai un bloc qui est en mouvement sur une surface, je sais que si je n'interviens pas, au bout d'un certain temps, ce bloc va s'arrêter, il va se stopper dans son mouvement. Donc bien sûr, tu peux refaire l'expérience chez toi, c'est très simple. Tu prends un ballon, une surface plane dégagée. Si tu tires dans le ballon, il va bien évidemment s'arrêter au bout d'un certain temps. Donc ce phénomène qui paraît évident, c'est quelque chose qui a été observé depuis l'Antiquité gréco-romaine au moins, et peut-être même avant en fait, donc pendant plus de 2000 ans, la connaissance générale c'était que les objets en mouvement ont tendance à s'arrêter de manière naturelle et que pour les maintenir dans un mouvement, il faut appliquer une force. Et donc une fois de plus, cette observation, cette connaissance empirique, c'est effectivement ce que tout être humain peut observer dans la vie de tous les jours. Alors ensuite, dans les années 1600, la façon de voir les choses ont pas mal changé, en particulier grâce à Sir Isaac Newton, qu'on peut reconnaître ici sur la photo au centre, et ces deux autres personnages, à droite et à gauche. Et donc un œil averti pourra reconnaître ici Galilée, et à droite Descartes. Alors, Galilée et Descartes méritent de figurer ici pour leur contribution importante dans le domaine, et ce avant Newton. Alors bien sûr, c'est Newton qui a donné son nom à la loi dont on est en train de parler, parce que c'est lui qui a été capable de formaliser dans un cadre général ces lois sur la gravitation qui restent toujours utilisées de nos jours. Et donc le génie de ces trois personnages, c'est d'avoir découvert que les objets continuent dans leur mouvement, sauf si la résultante des forces qui s'appliquent dessus n'est pas nulle. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de démontrer, contrairement à l'intuition, les objets continuent dans leur mouvement naturellement, sauf si la résultante des forces qui s'appliquent dessus ne vaut pas 0. Et donc ça faisait plus de 2000 ans que les gens avaient observé et pensaient que les objets avaient une tendance naturelle à s'arrêter dans leur mouvement, et le génie de ces trois personnages a été de découvrir que, bien au contraire, les objets continuent dans leur mouvement, sauf si la somme des forces qui s'appliquent dessus n'est pas nulle. Donc ils vont continuer avec une vitesse constante, de manière naturelle. Alors là, tu dois commencer à dire, oui, mais c'est pas cohérent, puisque effectivement, moi, ce que j'observe dans la vie de tous les jours, c'est qu'un mouvement s'arrête naturellement. Comment ça se fait que cette théorie est vraie ? Donc en fait, il n'y a pas du tout contradiction entre ce qu'on observe tous les jours, c'est-à-dire qu'un mouvement va spontanément s'arrêter, et cet énoncé qui nous dit que les objets continuent dans leur mouvement. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a des forces qui vont s'opposer au mouvement dans l'environnement. Par exemple, si on regarde précisément dans le cas de ce bloc qui est en mouvement sur le sol, on va avoir des frottements avec le sol à ce niveau-là, et ces frottements vont faire qu'on a une force de direction opposée au mouvement qui va freiner, ralentir notre mouvement jusqu'à l'arrêt total. Et donc par rapport à ce qu'on pensait avant, c'est-à-dire que pour maintenir un mouvement, il faut appliquer une force, et en fait ça s'explique tout simplement. Par exemple, si on est en train de pousser un bloc sur le sol, il faut effectivement appliquer une force pour contrebalancer la force de frottement qui freine l'objet, auquel cas on peut maintenir le mouvement grâce à une force qui va en fait compenser les forces de frottement, et puis si cette force est plus grande, on va pouvoir même faire accélérer ce mouvement. Et donc Newton, Galilée et Descartes ont été capables de se rendre compte que si par exemple je diminue de plus en plus le frottement entre ce bloc et le sol, avec une vitesse initiale donnée, ce bloc va aller de plus en plus loin, le cas limite étant un cas sans absolument aucune force de frottement, cas pour lequel l'objet en fait continue dans son mouvement sans s'arrêter. Et donc une fois de plus, leur génie a été de se rendre compte à l'époque, donc je rappelle bien sûr il n'y avait absolument pas de satellite, c'était pas possible de faire des expériences dans l'espace dans un environnement sans aucune force de frottement, ils ont été capables de se rendre compte de cette loi fondamentale. Alors aujourd'hui, cette première loi de Newton, qu'on appelle aussi le principe d'inertie, a un énoncé légèrement plus moderne, puisqu'on va parler du type de référentiel dans lequel elle est valable, et il se trouve qu'elle s'énonce ainsi, aujourd'hui on l'énonce ainsi, dans un référentiel galiléen, le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un système est constant si et seulement si la somme des vecteurs force qui s'exercent sur ce système est un vecteur nul. Donc c'est une façon un petit peu plus élaborée d'énoncer cette loi, puisque l'on précise dans quel type de référentiel c'est valable, et on précise bien qu'on parle de vecteurs pour ce qui est de la vitesse et de la somme des forces. Mais fondamentalement, c'est bien sûr exactement la même loi, la première loi de Newton.